Nous sommes le jeudi 24 février 2022. Notre invité politique du jour, le président du MR, Georges-Louis Bouchet. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue. Vous êtes la première personnalité à inaugurer ce studio personnalité politique, je précise. Merci beaucoup. C'est un honneur et un plaisir. J'espère que ça se passera bien et que ça donnera envie à d'autres de revenir après. Alors, dans ces prochaines minutes, on va évidemment parler du nucléaire, de la question du CST, du prochain Codeco. On parlera également de Mons. On parlera foot aussi, tout à l'heure. Il y aura une petite touche un petit peu plus légère. Mais avant toute chose, évidemment, l'actualité aujourd'hui, c'est évidemment la Russie qui est passée à l'offensive. Pour vous interroger aujourd'hui, Dimitrios Fegola, rédacteur en chef de Sudinfo, et Didier Sussen, notre spécialiste politique. Dimitrio. Georges-Louis Bouchet, l'histoire et l'actualité s'écrit en direct, là au moment où nous parlons, avec l'offensive russe en Ukraine. Mais peut-être pour commencer, votre réaction quand vous avez appris cette information assez grave. Moi, je pense que, comme tout le monde, c'est la consternation, parce qu'on a toujours pensé jusqu'au dernier moment qu'on éviterait la guerre, que du côté de Vladimir Poutine, il y aurait un sens quand même du raisonnable et de la responsabilité. Mais je crois aussi qu'on ne doit pas être naïf. Nous, ça fait un moment, par exemple, justement sur les questions d'énergie, on en reparlera certainement, qu'on a émis quand même des doutes par rapport à de partenariats avec la Russie. Et on le sait, en Europe, il y a toujours eu ce débat. Est-ce que la Russie doit être considérée comme quasi partie intégrante, partageant les mêmes valeurs, et d'autres qui regardaient plutôt du côté des États-Unis? Je ne vais pas vous cacher que de mon côté, les choses ont toujours été très claires et l'histoire nous l'apprend. Oui, la Russie est un pays partenaire, géographiquement, de toute façon, la proximité y est, mais on ne partage pas nécessairement la même vision du monde. Et donc, je crois que l'Europe fait parfois preuve de beaucoup de naïveté en la matière, et que de manière générale, ce qui peut aussi se jouer aujourd'hui dans les réactions, par exemple, que la Chine aura, c'est aussi l'ordre mondial. Et là, l'Europe doit montrer sa capacité à être un acteur majeur de la scène internationale, mais entre des relations qui sont faites entre les États-Unis et la Chine, des relations qui sont parfois de partenariat, mais aussi d'opposition. La Russie qui aujourd'hui, et l'énergie, c'est pas pour rien que ça revient tout le temps et que c'est au cœur. Aujourd'hui, la Russie a des projets, d'ailleurs un gazoduc Force de Sibérie qui a été inauguré, un deuxième qui est envisagé. On voit que la Chine, pour le moment, ne condamne pas une ingérence étrangère, alors que c'est plutôt sa ligne de politique étrangère. Donc il y a des choses qui se jouent, et j'ai peur parfois que l'Europe, par naïveté, soit un peu le dindon de la farce, et que dans le futur puisse être affaiblie sur la scène internationale. Mais comment on fait pour arrêter quelqu'un comme Poutine? On a l'impression que quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, il n'en a rien à fiche, il fait exactement ce qu'il veut. Alors on peut faire de belles déclarations, mais concrètement, on fait comment pour l'arrêter? C'est un processus qui est long aussi. Je vais vous donner un exemple tout bête. Plus vous vous rendez dépendant de l'économie russe, moins vous avez facile de l'arrêter. On le voit aujourd'hui, on dit oui, mais s'il y a des sanctions, derrière, les Européens vont aussi en subir les conséquences. Une nouvelle fois, je le répète, le plan énergétique sera certainement un des premiers, un des majeurs en la matière. C'est un premier aspect. Donc être moins dépendant. Deuxième élément, c'est aussi avoir des séquences de sanctions qui soient fermes, déterminées, bien échelonnées aussi, parce que ici, il a un avantage, comme tous ceux qui en général déclarent les guerres, c'est que potentiellement il s'est préparé, et donc on le voit, le fait que ça soit prévisible permet aussi d'avoir une anticipation en la matière. Donc je crois que plus globalement, la question c'est pas de se dire comment on arrête Poutine. Plus globalement, la question c'est de se dire comment l'Europe est un acteur suffisamment fort pour que personne n'ait l'idée ou l'envie de s'y attaquer finalement facilement. Et donc pour ça, on doit gérer notre indépendance énergétique, on doit avoir le développement économique nécessaire, on doit surtout avoir une unification, en tout cas une convergence de nos politiques en matière d'affaires étrangères. On ne doit pas tergiverser sur la nécessité d'investir sur le plan sécuritaire et militaire, parce que vous savez, il y a quand même des idées un peu bisounours qui vivent en Europe, particulièrement dans des pays comme les nôtres, où il faudrait plus d'armées, où le monde moderne finalement ne demande plus de rapport de force. Je suis désolé, c'est peut-être triste à entendre, mais la politique, et la politique internationale en particulier, ça reste un rapport de force. Et donc dans ce rapport de force, soit vous voulez être finalement le pigeon de la table, soit à un moment vous voulez être un acteur, et donc vous devez aussi en prendre les codes. Concrètement, donc on entend bien les sanctions, le fait de se renforcer militairement, avoir une Union européenne, mais concrètement aujourd'hui, l'armée russe a attaqué. Sans doute qu'on va voir dans les prochaines heures des développements
terrestre, enfin peut-être. Concrètement, quelle est la réponse de l'Europe et de la Belgique actuelle, là maintenant à la crise? Est-ce que on envoie des armes à l'Ukraine? Est-ce qu'on fait monter la pression? Est-ce qu'on se contente des sanctions? Est-ce que, parce que c'est un peu la question que se pose monsieur et madame tout le monde, est-ce que des soldats belges vont aller à la frontière, se retrouver sur le front? En tous les cas, aujourd'hui, dans l'immédiat, il y a deux choses. La première, ce sont des sanctions qui sont bien calibrées, bien proportionnées et en général sur le plan financier. Il faut quand même se rendre compte que la situation intérieure russe n'est pas nécessairement très bonne. Et donc, à un moment, si parce que des gens commencent à avoir des difficultés pour se nourrir, pour avoir des moyens financiers, il commence à y avoir des revendications internes à la Russie, ça ne sera pas non plus positif pour Vladimir Poutine. D'ailleurs, on le voit, la Banque centrale russe a déjà annoncé des initiatives en la matière. Et le deuxième volet, c'est surtout un soutien aux populations, soutien sanitaire, et pour justement permettre qu'il y ait des moyens suffisants. On l'a vu, il y a eu des débats en Belgique par rapport à ça. Je pense qu'on ne doit pas avoir de limite dans l'envoi d'équipements, en tout cas d'équipements de soutien aux populations. Et dernier élément, c'est le maintien de la diplomatie, de la discussion politique. On ne peut pas aujourd'hui se permettre de se dire on ne parle pas. Pour le reste, on ne doit pas poser un acte non plus qui embrase la région. Parce que c'est vrai que la solution de facilité, c'est de se dire on va y aller, on va attaquer nous aussi. Oui, c'est très bien, mais après, c'est le risque de contagion aussi. Donc pour le moment, qui pas de soldats belges. Ça ne me semble pas être à l'ordre du jour et ça ne serait pas nécessairement raisonnable. Parce qu'alors là, vous rentrez dans un conflit encore d'une toute autre ampleur. Je pense qu'il y a des précédents. Alors, le précédent a pris des proportions qui étaient moins importantes, mais on a déjà eu ce genre de cas avec la Russie en 2008 avec l'offensive en Géorgie. Et donc, il faut tenter de refaire une opération semblable sans non plus, et c'est ça qui va être très compliqué comme équilibre, il ne faut pas non plus donner trop de concessions à Poutine, parce que si pas, ça voudrait dire justement que dans son rapport de force, il a changé l'ordre des choses. Donc c'est un équilibre qui est très compliqué, c'est pour ça que il faut être prudent en la matière dans les différentes déclarations, mais on l'a vu, par exemple en 2008, l'action de Nicolas Sarkozy à l'époque avait permis finalement de circonscrire l'opération militaire de façon très courte dans le temps et de pouvoir revenir à une situation plus stable assez rapidement. Du dossier russe au dossier nucléaire, il n'y a qu'un pas, Didier Sussen. Oui, ça, un tout petit pas. On parle de la facture de gaz qui va certainement pas baisser dans les semaines ou les mois à venir. Donc on va rapidement parler aussi du dossier de la sortie nucléaire. Ce dossier, on attend une décision le 18 mars. Pour vous, c'est OK ou bien il faut aller beaucoup plus vite ? Je pense qu'il faut accélérer la prise de décision parce que plus on attend, plus on rend le dossier compliqué parce qu'il faut entamer des négociations avec Engie, il faut quand même donner des garanties au marché, aux investisseurs, à nos concitoyens. Et donc, dans une situation où il y a énormément de troubles, des troubles d'ailleurs qu'on ne maîtrise pas puisqu'ils viennent de l'extérieur, le plus important, c'est que notre pays puisse le plus rapidement possible être en ordre de marche avec une direction qui est stabilisée et sûre. Et donc, aujourd'hui, la prolongation du nucléaire me paraît une évidence. Alors, on a un accord de gouvernement sur 2. Je crois que on aurait pu reconsidérer aussi le nombre, parce que effectivement, il faudra d'autres types de capacités, mais on doit tout faire dans la stratégie. Et moi, je pense qu'une décision est faisable dans les quelques jours si on le veut. Il faut que dans la stratégie, on ait le moins de dépendance aux énergies fossiles et en particulier au gaz. Parce que ce cinéma selon lequel il y aurait que 4% de gaz qui vient de Russie est totalement stupide. Aujourd'hui, nous avons des pays comme la Finlande qui ont un approvisionnement en gaz de près de 90% venant de Russie. On a l'Allemagne, c'est 55%. Le jour où la Russie va arrêter ses exportations de gaz vers ces pays, qu'est-ce qui va se passer ? Ils vont se tourner vers les producteurs auxquels nous faisons appel. Et là, il va y avoir une guerre des prix, donc ça va augmenter parce que c'est aussi ça l'autonomie. L'autonomie, ce n'est pas nécessairement le fait que l'énergie est disponible. Il y a toujours de l'énergie disponible. La question, c'est de savoir à quel prix. Le but, c'est pas de savoir est-ce qu'il y aura un jour la dernière goutte de pétrole et de savoir dans quel avion, dans quelle voiture cette goutte sera. C'est de savoir est-ce qu'elle sera encore accessible à chacun. Et donc, qu'on soit bien clair, et je termine par là, aujourd'hui, le marché européen, c'est 40% de gaz russe. Donc,
À chaque fois que vous prenez du gaz, vous êtes dépendant de la Russie. Vous pouvez retourner le problème dans tous les sens. Et je trouve que c'est irresponsable. J'ai pas d'autres mots. C'est irresponsable. Les réponses faites aujourd'hui par la ministre sur ce sujet. Et donc, vous l'avez dit, irresponsable, ça signifie qu'il ne faut plus attendre une étude d'Elia pour savoir si on sort ou pas. Pour vous, il faut continuer avec le nucléaire. Quoi qu'il arrive, on doit plus se baser sur une étude. C'est une évidence. De toute façon, le rapport d'Elia, on l'a. Et sur la base du rapport d'Elia, on se rend compte qu'il faut déjà une usine TGV, donc une unité gaz en plus pour l'hiver 2026-2027. Parce qu'en plus, l'ironie de ce dossier, et je dirais un peu la bêtise avec laquelle les choses sont amenées aujourd'hui, c'est que on est en train de chercher 13 gigas de capacité pour l'hiver 25-26. Mais sauf que, et c'est Elia qui le dit, entre 25 et 2050, la consommation d'électricité va augmenter de 35 à 55%. Et pour divers éléments, on a pris nous-mêmes des décisions, par exemple le fait de passer le parc de voitures automobiles en électrique, mais il y a aussi les décisions européennes. Toute la stratégie Fit for 55, c'est de l'électrification de nombreux processus. Et donc à partir de là, on va avoir de plus en plus besoin de nucléaire. Donc dans un pays normal, où les gens ne font pas du dogme, mais où on est un peu rationnel, on continue les investissements en renouvelables, par exemple l'éolien offshore, où on peut monter jusqu'à 5,2 gigas de capacité, on prolonge au moins les deux centrales, et je vais même aller plus loin, il faut que dans les toutes prochaines semaines, on lance des travaux, ou en tout cas des projets très concrets, de construction de nouvelles centrales nucléaires. Vous parliez de dogme, il y a eu cet épisode de la Craig et d'Elia avec le rapport qui a fuité, puis qui a été retiré, et puis finalement qui a été remis. Il y a des visions dogmatiques derrière cette manipulation de rapport, et si oui, qui pourrait se cacher derrière cet épisode? Alors écoutez, moi ce que je vois, et je fais confiance aux journalistes réputés, par exemple quelqu'un comme Ivan de Wader en Flandre, ils ont mené l'enquête, ils disent ce rapport a suivi toutes les procédures normales, il pouvait donc être publié sur le site internet de la Craig, mieux que cela, il a été adressé à la ministre, et puis en 2 jours, on le retire du site internet. J'ose espérer qu'il n'y a eu aucune pression politique en la matière, puisque je rappelle que la Craig est normalement un organe indépendant. Et donc, si pression politique il y a eu, c'est un cas extrêmement grave. Parce que c'est un dossier pour lequel il faut la pleine transparence. Il faut qu'on puisse décider avec des informations objectives, sûres, acceptées par tous. Et je vais pas vous cacher que depuis le début, j'ai quand même le sentiment qu'on ne donne pas la même importance à toutes les informations. Il y en a certaines, par exemple, dès que c'est une information qui rend un peu plus compliquée la prolongation du nucléaire, cette information prend une dimension totalement folle. Par contre, tous les obstacles qu'on a sur le gaz, ça, on minimise, on trouve des alternatives. Donc aujourd'hui, je suis désolé, on ne peut pas considérer que sur les mois qui se sont écoulés depuis le début de ce gouvernement, on ait mis la même énergie à travailler sur le plan A que le plan B. La réalité, c'est que la ministre n'a travaillé que sur le plan A. Dans leur tête, c'était très clair, il n'y aurait plus jamais de nucléaire en Belgique. Et manifestement, les faits leur donnent tort, comme c'était prévisible. Tout à l'heure, je parlais d'une certaine naïveté parfois de l'Europe. Mais très franchement, je ne sais pas la manière dont certains voient le monde. J'ai parfois le sentiment, vous voyez, comme dans certains films, il y a un monde parallèle là qui se développe autour de vous. Ici, j'ai vraiment le sentiment que c'est ça. Maintenant, objectivement, pour vouloir continuer à remettre en cause le nucléaire dans notre pays, à part du dogme, je ne vois pas quelle explication rationnelle on peut donner. Monsieur Boucher, très rapidement, il y a déjà eu un premier train d'aide pour la facture du consommateur. Est-ce que vous pensez qu'avec ce qui se passe au niveau de la Russie, de l'envolée sans doute du prix du gaz, qui risque d'entraîner aussi le prix de l'électricité, il faut revenir avec d'autres mesures supplémentaires? Écoutez, il faudra analyser au fur et à mesure, parce que vous savez, pour le moment, il y en a beaucoup qui font des grandes déclarations, mais si en Géorgie, l'intervention militaire avait duré moins d'1 semaine, et les choses étaient très rapidement revenues à la normale. Donc c'est très très difficile de faire des pronostics, et c'est d'ailleurs pas très prudent. Donc il faut voir. Il y a une envolée pour le moment sur les marchés boursiers, mais cette envolée peut durer 3 jours, comme peut être durable si jamais on a, même si Poutine a dit que c'était pas sa volonté, une occupation du territoire ukrainien, si on a des interventions militaires qui durent dans le temps. Donc c'est beaucoup trop tôt pour se prononcer, mais, et ce point est extrêmement important,
Aujourd'hui, c'est la fin de toute une série de théories qui étaient portées par les écologistes, qui nous expliquaient que plus l'énergie était chère, moins elle était consommée, plus ça sauvait la planète. La réalité des choses, c'est que plus que l'énergie est chère, comme il n'y a pas d'alternative, eh bien, ça tue le portefeuille de la classe moyenne. Et donc, qu'est-ce qu'on est obligé de faire? D'intervenir. Donc aujourd'hui, l'énergie chère, ce sont des circonstances internationales de reprise économique, maintenant de déstabilisation entre deux pays, mais c'est aussi des choix politiques. Quand on voit la fiscalité, quand on voit la taxation, la volonté d'un certain départ du fossile qui est tout à fait légitime, eh bien, on arrive à ce résultat. Et donc, un dernier mot par rapport à cela, il faut diminuer le plus rapidement possible notre dépendance aux énergies fossiles. Et je pensais que les écologistes seraient d'accord avec moi. Et donc, pour ça, il faut du renouvelable, mais aussi du nucléaire avec une électrification importante. Si pas, on va avoir des problèmes à la fois d'indépendance, qui ne sera plus garantie, et surtout des problèmes de prix qui vont directement impacter notre classe moyenne. Avant d'aborder la question du prochain Codeco qui est prévu vendredi prochain, une personnalité politique souhaite vous poser une petite question. Je vous laisse l'écouter, vos petits écouteurs sont là. Bonjour Josh-Louis, mon ami. J'ai une petite question pour vous. Comment est-ce qu'on peut laisser évoluer la Belgique et stabiliser le pays pour le futur? Ça, c'est une question très importante. Je suis très curieux pour votre réponse. Merci. On vous écoute. Déjà, ça me fait plaisir d'entendre Théo. Mais je pense que la question qu'il pose est importante. Et moi, ma réponse, je l'ai déjà donnée depuis un moment. Je ne crois pas du tout au clivage nord-sud. Moi, je crois uniquement au clivage gauche-droite. Aujourd'hui, plus que jamais, on a fait croire que ça avait disparu. On le voit sur tous les dossiers, on le voit sur la gestion de l'avenir de notre société, sur des questions économiques, sur des questions énergétiques. Le clivage gauche-droite est présent, à un point tel d'ailleurs que vous retrouvez le même type de débat en France, vous pouvez retrouver le même type de débat en Allemagne, en Angleterre. Donc c'est vraiment un clivage qui est sain en politique, dans une démocratie, d'avoir deux grandes tendances, je dirais, de changement, ou en tout cas de direction politique. Et donc la seule manière de stabiliser ce pays aujourd'hui, c'est en 2024, il faut qu'il y ait un ou deux partis qui ont gagné les élections. Un au nord peut-être, un au sud, mais nous avons besoin de retrouver des partis qui font 25-30% des partis démocratiques qui font ces résultats pour que ces partis soient les noyaux, soient l'architecture d'un gouvernement. La grande difficulté aujourd'hui, c'est que dans les différents gouvernements, nous avons essentiellement des partis qui ont baissé aux dernières élections, qui ont perdu aux dernières élections, il faut avoir l'honnêteté de le reconnaître, et donc d'une certaine manière, ça les neutralise les uns les autres, et ça empêche de donner une direction claire. Donc ça, c'est l'objectif, que des partis puissent à nouveau gagner les élections, et j'espère que ce sera le mien, pour être très clair. Et le deuxième élément, il faudra, mais vous ne pouvez le faire que si un parti a gagné, donner une direction aussi, d'avoir un mode de fonctionnement où la prise de décision est à nouveau possible. Elle est possible déjà si vous gagnez les élections. Après, certains se réfugient parfois derrière des problèmes institutionnels. Moi, je ne crois pas que l'institutionnel empêche de prendre des décisions. Ça peut compliquer la mise en œuvre, etc. Mais quand il y a la volonté, le leadership politique, ça pose pas de problème. Mais néanmoins, si on peut se faciliter la vie et surtout l'efficience de l'État, il faut le faire. Il faut avoir la capacité dans ce pays, au-delà des comités de concertation, d'avoir des mécanismes de décision. Donc sur tous les enjeux internationaux, par exemple, il faut rendre un pouvoir du dernier mot au fédéral pour justement pouvoir unifier une certaine stratégie et trajectoire. Il faut également une meilleure évaluation des politiques publiques avec des objectifs qui sont fixés, mais, et je conclus par là, la position de la Belgique n'est pas différente de celle des autres États. Ce que notre population attend, et en particulier la classe moyenne, c'est des femmes et des hommes politiques qui ont une direction claire, qui exposent cette direction et qui ensuite l'appliquent quand ils sont aux responsabilités. Le reste, clivage nord-sud, les langues, etc., ça, c'est juste des effets de fumée qu'essayent les politiques pour cacher leur propre turpitude. Théo Franken, qu'on vient de voir, il a une vision très claire, mais
Vous vous sentez plus proche de lui que de Bart De Wever? Quelle est la différence entre Franken et De Wever? Je pense que la différence, c'est que Theo Franken, si on peut faire un gouvernement fédéral de droite, le fera au niveau belge, alors que Bart De Wever est profondément dans l'idée du mouvement flamand qui, de toute façon, et j'essaye à mon petit niveau de pouvoir le démontrer, qui de toute façon ne requiert pas du tout, n'obtient pas du tout la majorité en Flandre. Aujourd'hui, le score de la NVA, c'est essentiellement parce que c'est un parti qui a choisi d'être de droite libérale. Et quand je dis que j'essaye de le démontrer, vous savez, quand je vais en Flandre et que je prends la parole et que je vois les réactions, franchement, ils s'en foutent que je sois francophone. Ce qui compte, c'est qu'il y a effectivement une masse électorale très importante en Flandre qui attend un projet de centre droit, de droite libérale. Et donc, à partir de là, que vous soyez francophone, flamand, bruxellois, tout ça n'a aucune espèce d'importance. Et ça, je pense que Théo l'a intégré. Et donc, pour Théo, si jamais du côté francophone, et je pense pour beaucoup de Flamands d'ailleurs, il est beaucoup plus à l'image de la population flamande à cet égard, si le monde francophone reste braqué à gauche ou donne le sentiment qu'il n'y aurait que la gauche, alors c'est certain qu'ils vont vouloir plus d'autonomie. Si par contre on arrive à montrer qu'il y a un autre visage, et c'est mon but, c'est mon rôle, un jeune Montois qui n'est pas de gauche a surpris en Flandre parce qu'on avait le sentiment que toute la Wallonie était rouge. Or la réalité est beaucoup plus complexe que ça. Il y a énormément de gens qui sont en attente d'un autre projet de société. Mais cela dit, Theo Franken n'hésiterait pas à faire un gouvernement avec le Vlaams Belang. Ça, il faut lui poser la question. Moi, en tous les cas, ce n'est pas quelque chose sur lequel je suivrai. Il est évident que si le Parti socialiste, par exemple, et ou écolo décide de faire un gouvernement avec le PTB et dans le même temps la NVA décide de faire un gouvernement avec le Vlaams Belang, les libéraux seront des opposants farouches à ces deux coalitions, parce que ces deux coalitions, qu'elles arrivent en même temps ou qu'une seule des deux se produise, c'est la fin de la Belgique. Mais au-delà de ça, c'est surtout la fin d'un certain modèle de bien-être, parce que ce sont des coalitions qui sont des impasses. Elles n'ont pas de solution sur le plan socio-économique, elles n'ont pas de solution sur le plan sociétal. Et donc, oui, c'est pour cette raison que je considère que les libéraux aujourd'hui sont les derniers remparts à la démocratie, pour deux raisons. La première raison, il y a une vraie aspiration pour des valeurs de droite dans notre population, mais il faut rester dans une droite démocratique, ce que certains parfois oublient. Et de l'autre côté, il y a une véritable aspiration à ne pas gouverner avec des populistes, avec des extrémistes. Et aujourd'hui, nous sommes le seul parti à avoir mis sur un pied d'égalité le Belang et le PTB. Tous les autres se sont ouverts à une capacité de former une coalition, soit avec l'un, soit avec l'autre. Et donc, à ce titre-là, je considère que notre rôle est très important, effectivement. Nous sommes toujours avec Georges-Louis Boucher, le président du MR. Dans 8 jours aura lieu le prochain Codeco. Georges-Louis Boucher, il ne fait quasiment aucun doute que nous allons passer en code jaune. Donc là, très clairement, les libertés individuelles de tout le monde va quasiment redevenir normales. Il reste quand même un point sur lequel personne ne parle, ou en tout cas on entend très peu les hommes politiques aborder ce point, c'est le masque finalement dans les commerces. Ce qui est, ça voudrait dire qu'on passe en code vert. Finalement, par rapport à ça, est-ce qu'on a déjà une idée de timing? Est-ce que vous en parlez? Est-ce qu'on peut donner déjà des perspectives aux Belges? Écoutez, il ne faut pas jouer à l'apprenti sorcier, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que le CST doit disparaître au début du mois de mars. J'avais parlé de mi-mars, je vois que les choses vont encore un peu mieux que cela, donc si on peut accélérer, on va dire première quinzaine. Si c'est le 4, tant mieux. Premier aspect. Deuxième aspect, vous savez, cette histoire de masque, c'est quand même un peu comique. Parce que j'ai eu cette chance, il y a 2 jours, de pouvoir aller au concert de Stromae. Il y avait 7000 personnes. Franchement, j'ai pas vu beaucoup de masques. Par contre, quand je suis rentré dans vos locaux ici, dans le couloir, j'ai dû mettre un masque pour marcher à côté d'une personne. Très franchement, à un moment, les gens commencent quand même à trouver ça un peu bizarre. Donc, je crois qu'effectivement, avec le retour du printemps, le masque en particulier sur tout ce qui est extérieur, commerce, il n'y a plus beaucoup de légitimité à avancer dans cette direction. Après, ça peut rester bien évidemment un choix individuel. Moi, j'ai pas de problème avec ça si des personnes décident de le faire. Par contre, je sais que certains, j'ai entendu certains virologues qui nous disent le monde d'après ne sera plus jamais le même.
ça, je n'y crois pas une seule seconde. La nature humaine, et particulièrement des Belges francophones, c'est de se serrer la main, c'est de s'embrasser, c'est d'avoir des contacts. Je vous parlais de ce concert. Moi, vous savez, ça fait déjà de nombreux jours où je vois pas mal de gestes de convivialité, quelles que soient les personnes. Alors, certains essayent tout de suite de créer des petites polémiques, si un politique dit ça. Mais il faut arrêter les blagues. Je veux dire, à un moment donné, si on s'est vacciné, s'il y a une immunité collective qui est en train d'apparaître, c'est quand même pas pour rester dans une situation où on peut plus avoir de contact. Donc ça n'aurait pas de sens. Et alors moi, il y a un dernier sujet dont on parle pas du tout et qui m'inquiète beaucoup plus, c'est le maintien de la loi pandémie. Parce que à quel moment on va déterminer qu'on suspend la loi pandémie ? Si on attend que l'OMS nous dise il y a plus de pandémie, là vous en avez pour 1 an ou 2, parce qu'au niveau mondial, on n'est pas du tout sur les mêmes trends qu'en Belgique. Donc, je crois que à partir du moment où on passe en code jaune, eh bien, il faudrait envisager, là aussi, dans le courant du printemps, la levée de la loi pandémie. Et je parle même pas de suspension, parce que, alors vous allez me dire, on ne sait pas ce qui va se passer en octobre. On doit maintenant essayer de prévoir. Est-ce que fin du mois d'août, courant du mois de septembre, il faudra faire des vagues de rappel pour les publics fragilisés, un petit peu comme la grippe, avoir des phases régulières de vaccination. Je pense que ça, c'est quelque chose qui va s'imposer assez rapidement. Mais il faut suspendre, lever cette loi pandémie dans l'espoir par ailleurs de ne plus jamais la reprendre. Mais là, je crois que maintenant qu'on est un petit peu avec plus de recul et de sang-froid, il faut quand même réfléchir sur le maintien même de la loi. Et le CST, est-ce qu'on le suspend mais on le garde au cas où, ou est-ce qu'on l'arrête ? Et pareil, on parle de code jaune, est-ce qu'à un moment donné, il ne faut pas aussi en finir avec le baromètre et les couleurs ? À partir du moment où vous suspendez, où vous mettez un terme à la loi pandémie, vous n'appliquez plus la loi pandémie, eh bien alors dans ce cas-là, fatalement, vous n'avez plus non plus de baromètre. Et donc en fait, ce qui est un peu bizarre, c'est que dans le débat, parce que le lien n'est pas automatique pour le moment, mais dans notre tête, il est très clair. Et c'est pour ça que je veux qu'on arrête avec la loi pandémie, puisque la loi pandémie, c'est ce qui permet de prendre les dispositions législatives, justement, qui mettent sur pied, par exemple, un baromètre. Parce que tant que vous laissez la loi pandémie, vous avez toujours la possibilité d'avoir une initiative ou l'autre. Et dans le débat aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait ? On s'attaque finalement à des mécanismes qui découlent de la loi pandémie, sans se poser la bonne question, qui est justement la loi pandémie. Donc je pense que l'enjeu est là, et pour vous répondre très clairement, vous le savez, moi depuis le début, je n'ai jamais aimé ce CST. À une époque, le débat a pris une tournure un peu dingue, où on nous a dit, c'est soit le CST, soit on ferme les restaurants. Je trouvais ça absurde, donc je vais être très clair avec vous aujourd'hui. À partir du moment où on arrête le CST, moi, je ne veux plus qu'il revienne. Je ne veux plus qu'il revienne. Pourquoi ? Parce qu'on nous a dit qu'il fallait écouter la science. Tous les scientifiques ont dit, ce truc, ça marche pas. Et donc, on va être très clair, le CST a été mis sur pied pour pousser des gens à se faire vacciner. On est maintenant dans un niveau de couverture qui est tel, on ne sait pas comment le virus va évoluer effectivement par la suite, mais de mon point de vue et aussi d'un point de vue philosophique, et j'en avais parlé souvent, ça a fait l'objet de beaucoup de débats. J'étais un peu seul d'ailleurs à l'époque à dire le CST, ça pose un problème éthique et ça pose un problème en termes d'efficacité. Je suis content qu'avec le temps, d'autres m'aient rejoint. Donc à partir du moment où on met fin au CST, le CST ne doit plus revenir. Après Théo Franken, une seconde personnalité souhaite vous interpeller. Je pense que vous la connaissez bien. Opaline Meunier, conseillère communale du côté de Mons, au sein de Mons en Mieux. Salut Georges, j'espère que tu vas bien, que l'interview se passe bien. Alors, je crois que c'est la 3e fois que je te pose une question par média interposé, donc j'ai un peu l'impression d'être pote avec Stromae ou Angèle, je ne sais pas, mais je me plie à l'exercice avec grand plaisir. Et cette fois, j'ai une question dont je ne connais pas encore la réponse. Suite à ton interview sur Bel RTL, où tu as dit à Fabrice Grosfilet que tu étais favorable à un concours d'entrée pour les étudiants en médecine. Et donc moi, ça m'a posé la question en fait de ta position sur une potentielle sélection à l'entrée de tout l'enseignement supérieur et de savoir si toi, en tant que président du MR, donc je sais que c'est pas dans l'accord du gouvernement, mais est-ce que le MR défendrait une sélection à l'entrée, un examen d'entrée pour tout l'enseignement supérieur? Voilà. À bientôt et des bisous. Bye. Votre réponse? Déjà, c'est une très bonne question. Pour le concours en médecine, pour bien distinguer les deux aspects. En fait, aujourd'hui, quand vous êtes étudiant en médecine, vous devez faire des stages.
Mais pour que le stage fonctionne, il faut quand même des lits en hôpital, et sur ces lits, il faut des patients. Parce que si pas, vous avez le risque d'avoir des gens qui sortent diplômés en médecine et qui n'ont jamais vu un patient de leur vie. Ça n'a quand même pas beaucoup de sens. Et donc le concours, il est fait pour ça. Pour dire, on va avoir un nombre limité au départ, dont au moins ils sont certains à la fin d'avoir un numéro ENAMI, et en plus ils auront au moins la qualité des études. On a dû le faire d'ailleurs pour la médecine vétérinaire. On a également imposé un concours pour les mêmes raisons. Vous ne pouvez pas former des vétérinaires s'il n'y a pas des bêtes à soigner, pour le dire simplement. Et de façon globale, sur le filtre en enseignement supérieur, effectivement, je pense que au moins à titre indicatif, il serait intéressant que des étudiants, avant d'entamer leur cursus, aient une idée de leur niveau par rapport aux études qu'ils vont poursuivre. Alors je connais toutes les thèses où on nous dit mais vous vous rendez pas compte, c'est finalement un biais social parce qu'il y a des gens qui ont eu des écoles de moins bonne qualité ou un enseignement moins soutenu. Bon, déjà, c'est un aveu d'échec qui est terrible parce que accepter qu'il y ait des niveaux d'école qui soient plus faibles, franchement, quand vous êtes politique, c'est un souci. Mais c'est le cas. Oui, c'est le cas, mais il faut le corriger. Et justement, pour le corriger, qu'a fait Valérie Glatini, elle a déployé des moyens pour des classes préparatoires, pour faire des 7e, pour avoir des cours d'encadrement qui permettent de préparer justement à des concours comme celui qui adviendrait éventuellement en médecine ou l'examen d'entrée en polytechnique. Mais aujourd'hui, moi j'ai été assistant à l'université, et moi tous ces grands théoriciens qui me disent « mais non, avec le temps, ça permet de… » 9 fois sur 10, voire plus de 9 fois sur 10, vous pouvez dire qui va réussir, qui va rater au mois d'octobre. Pourquoi ? Parce qu'il y a des étudiants qui arrivent, qui comprennent pas l'énoncé de la question. Parce que en lecture, c'est pas pas suffisant, qui n'ont pas l'autonomie suffisante. Et donc en fait, ça pose deux problèmes. Le premier problème, c'est qu'on est en train de transformer nos universités en écoles secondaires plus, c'est-à-dire qu'on veut les groupes les plus restreints possibles, de l'accompagnement d'étudiants. C'est pas ça l'UNIF. L'UNIF, aujourd'hui, on évalue les profs à l'UNIF, mais c'est profondément absurde. Un prof à l'UNIF, même s'il sait pas donner cours, c'est pas un problème. On va chercher un prof parce que normalement, il a une compétence dans son domaine. Et d'ailleurs, l'UNIF est d'abord un lieu de recherche avant d'être un lieu purement d'enseignement. Et après, il partage son savoir et des étudiants doivent être en capacité, en autonomie de pouvoir se gérer. Aujourd'hui, je vous dis, ça devient une école secondaire, il faut faire des petits groupes à 15, à 20, et il faut reprendre la matière point par point. C'est pas du tout l'essence de ce qu'est l'université. Et le deuxième problème, beaucoup plus fondamental, c'est qu'aujourd'hui, plus de 50% d'échecs en première année, ça c'est le résultat que nous avons. Plus de 50% d'échecs en première année. Quelle est l'institution humaine qui finance l'échec ? Nous, aujourd'hui, on a un enseignement qui finance l'échec. Et donc, dans une fédération Wallonie-Bruxelles qui est exsangue financièrement, quel est le sens de continuer à dépenser autant d'argent pour que des étudiants ratent ? Est-ce qu'il ne vaut pas mieux transférer tout ou partie de cet argent sur les années secondaires, voire les années primaires, parce que pour moi, le nœud du problème, c'est que souvent, ce sont les apprentissages de base qui n'ont pas été acquis. Est-ce que c'est pas mieux de travailler à l'apprentissage de base de ces acquis pour permettre à ces étudiants d'aller à l'UNIF, plutôt que finalement, et c'est la thèse par exemple de la FEF, la FEF considère que c'est à l'UNIF qu'on apprend, qu'on se débrouille, et que finalement c'est un truc par essai-erreur. Ouais, essai-erreur sur, le compte des contribuables, et surtout, et je termine par là, c'est surtout un échec personnel terrible pour l'étudiant. Il y a des étudiants qui ratent 1 fois, 2 fois, 3 fois, qui à la fin sortent de l'université vers 22 ans sans aucun diplôme. Ça, c'est des vraies catastrophes humaines pour les parents aussi, pour les parents de la classe moyenne, parce qu'il y a aussi, et c'est pour ça que je trouve que au moins un examen à titre indicatif n'est pas mauvais. Il y a encore aujourd'hui dans les classes populaires et les classes moyennes cette idée selon laquelle faire l'UNIF, ça vous donne un job. Les choses sont beaucoup plus complexes que ça. Et donc, je pense que c'est le devoir de l'État d'informer et d'accompagner correctement les élèves. Revenons à Pauline Meunier, qui est conseillère communale à Mons. Vous avez déclaré dans nos médias, je pense, il y a quelques semaines, que vous étiez candidat à devenir mailleur de Mons. Est-ce que c'était une annonce ou est-ce que c'est vraiment un projet quand on connaît l'implantation du PS historique à Mons ? Est-ce que le PS est détrônable à Mons ? Bien sûr. Quand je suis devenu tête de liste à Mons, nous avions 7 sièges. Aujourd'hui, on en a 11. On approche des 25%. Le PS avait une majorité absolue en voix et en sièges, n'a plus sa majorité absolue en voix, n'a plus sa majorité absolue en sièges. Et donc, bien sûr que c'est faisable. En fait, jusqu'à présent, ça ne s'est pas produit pour une raison très simple. C'est que tout le monde s'est dit que c'était pas faisable. Et donc, comme c'était pas faisable, il y a personne qui a essayé. Et donc, si vous essayez pas, c'est sûr, ça marchera pas. Aujourd'hui, jamais
mon groupe politique, qui est un groupe avec différentes personnalités venant de différents partis, nous n'avons été aussi forts. Opaline Meunier a une assise politique. On a un groupe très jeune, puisque 7 des 11 élus ont moins de 35 ans. C'est quand même assez exceptionnel. Donc, la marge de progression est importante. On a également des élus d'expérience, des figures montoises, dont un des fondateurs du parti écolo, par ailleurs. Il avait déposé une liste écolo en 76. Et c'est clair que le fait que je sois président du MR donne une visibilité, une assise, une capacité de déploiement politique que nous n'avions pas avant. Et donc aujourd'hui, d'une certaine manière, ça s'est un peu inversé sur le plan national. Avant, c'était moi l'outsider qui était contre le président du Parti socialiste. Aujourd'hui, c'est moi le président de parti. Donc, c'est vrai que tous ces éléments nous donnent des perspectives. Et je vais vous dire pourquoi je veux le faire. Je veux le faire pour un point qui est simple, c'est que j'aime ma ville. Et le taux d'emploi dans ma ville, il est de 53%. Et je vois toutes les difficultés sociales que ma ville rencontre. Le fait qu'il n'y ait pas de projet d'avenir, qu'il n'y ait pas de souffle en la matière. Et donc, je le dis clairement, je vais me battre pour en devenir le bourgmestre. Et si l'occasion se présente d'être bourgmestre, je me consacrerai à ma fonction de bourgmestre. Mais vous savez... Je me dis aussi, tous les soirs quand je rentre à Mons, et parfois c'est très tard, à chaque fois, et en tout cas très très souvent, je me dis, c'est grâce aux gens d'ici que j'en suis où j'en suis. Donc, j'adore ma fonction, je suis très clair. C'est une expérience de vie qui est extraordinaire. Si j'avais pas eu la confiance des Montois, j'aurais pas pu le faire. Et donc, c'est aussi à mon tour de rendre ce qu'on m'a donné. C'est aussi ça l'engagement d'ailleurs dans le club de foot, dans le club des Francs-Borins. Et donc, si je pouvais le concrétiser par la fonction de bourgmestre, je n'hésiterais pas une seconde. Vous êtes souvent très critique avec Paul Magnette. Vous l'êtes moins, me semble-t-il, avec Elio Di Rupo, pour lequel vous avez déjà dit tout votre respect. C'est quoi? Vous êtes plus souvent d'accord avec Di Rupo qu'avec Magnette, ou bien vous respectez plus Di Rupo que Magnette, finalement? Bon, je suis pas nécessairement si critique sur Paul Magnette, mais c'est clair que il y a plusieurs aspects. Un, déjà, Elio et moi, on vient de la même ville. Deux, on a des éléments de parcours qui peuvent aussi être semblables. Maman italienne, il est italien, on vient tous les deux d'un monde qui est pas du tout politique, on était aussi des outsiders, etc. Donc, il y a pas mal de points où je sens, un lien en particulier. On se connaît depuis plus longtemps aussi, pour être clair. Elio Di Rupo, moi, je le connais maintenant depuis plus de 15 ans, en fait. Parce que déjà, quand j'étais jeune, aspirant candidat, j'allais voir le conseil communal. Donc il y a aussi c'est pas la même vision, cet élément. Et on va être clair, le troisième aspect, ils n'ont pas la même perspective. Vous savez, et Elio Di Rupo a plutôt eu le chemin d'avoir un socialisme qui était large, rassembleur, plutôt centriste même, et pas nécessairement braqué sur une gauche dure. Or ici, on voit bien ces dernières années, d'ailleurs ça me fait toujours marrer, il y a plein de gens qui disent attention, le MR, la droite décomplexée maintenant, et alors on vous présente ça comme si c'était un problème, comme si c'était dangereux. Par contre, il n'y en a pas un qui est inquiet sur la gauche décomplexée de certains. Le PS est devenu décomplexé, radical? Je pense que c'est beaucoup plus complexe que ça, parce que le problème, c'est que la réalité les rattrape. Et aujourd'hui, et ça, je crois que c'est tout le problème de la gauche, c'est que la gauche prône un monde qui n'a pas marché. Il suffit de voir toutes les républiques socialistes ou communistes à travers le monde. Et donc, ils continuent à prôner l'utopie, mais ils ne savent pas l'appliquer, puisqu'à chaque fois qu'on l'a appliqué, ça s'est cassé la figure. Et aujourd'hui, il y a personne qui abandonnerait la démocratie libérale pour une république socialiste, voire une république écologiste, parce que là aussi, il y aurait des choses à dire sur le plan philosophique. Et donc, c'est tout leur problème. C'est que ils ont des principes appréciés par les gens, mais ils n'ont pas la capacité de la mise en œuvre, parce que ça fonctionne juste pas, parce que ça ne correspond pas à la nature humaine, ça correspond pas au mode de fonctionnement du monde. Et ça, c'est d'ailleurs tout un défi pour les libéraux. Sur l'année qui vient de s'écouler, quand on regarde nos positions sur le nucléaire, sur les pensions, sur la fiscalité, sur le rapport au travail, sur la neutralité de l'État, il y a plus de 50% de la population d'accord avec nous. Pourtant, aux dernières élections, on était aux alentours d'une 20%. Donc ça montre à quel point il y a une dichotomie par rapport à la perception que les gens ont d'un projet politique
et le projet politique tel qu'il existe. Donc, qu'est-ce qui ne marche pas finalement? Comment faire coïncider votre projet politique avec... Marche pas, c'est un grand mot, mais je pour pense... arriver à 50%. Non, mais je pense... ça, c'est un bel objectif. Votre objectif, c'était 30%. C'est 30 et j'ai pas changé. Je pense qu'on a péché, nous aussi, dans une approche plus populaire de notre discours. Et donc ça, c'est ce que j'ai changé. Et c'est vrai, c'est ce que je tente, en tout cas au quotidien avec les équipes. Et c'est vrai que parfois, ça désarçonne certains qui disent « Oh, il y a de grands changements au MR ». Le plus grand changement, c'est surtout d'essayer de faire comprendre à des gens qui ont des revenus faibles, moyens, que oui, le vrai parti du travail, c'est le mouvement réformateur. Que oui, la vraie politique sociale, c'est le libéralisme. Et ça, c'était pas dans l'ADN. D'ailleurs, vous savez, pour l'anecdote, c'est la première fois qu'un Montois est président du MR. Parce que fatalement, quand vous émergez d'une commune qui est fortement socialiste ou un ancien bassin industriel, et quand on regarde Mons, Charleroi, moi je suis vraiment dans le triangle des Bermudes, hein. Donc c'est Mons, La Louvière, Charleroi, donc plus rouge que ça, je pense qu'il n'y a pas sur l'échelle de la planète. Et donc résultat des courses, c'est clair que ça facilitait pas le fait d'accéder à la fonction de président du MR. Mais ce parcours-là me donne une tonalité et une approche très différente de ce qui a pu se faire précédemment, ça c'est clair. Georges-Louis Boucher, le président du MR, est toujours notre invité. Alors, vous n'êtes pas simplement que le président du MR, vous avez également une autre fonction très 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 importante. On le voit parfois défiler derrière les images. Vous aimez le foot. Est-ce que vous pouvez très rapidement nous rappeler votre implication au sein du club des Francs-Borins ? Mais donc en fait, j'en suis le président, tout simplement. Et ça fait maintenant 2 ans. Alors on a eu la première année qui était Covid, donc ça n'a pas été nécessairement le plus simple à gérer. On évolue en National 1, qui est l'équivalent d'une division 3. Donc on est le dernier échelon avant le foot professionnel. On est en ce moment 7e du classement, à quelques points du tour final. C'est l'objectif monté, j'ai dit, d'ici 2025. Et à travers ce club... Mais n'allez pas trop vite, parce que je pense que certains joueurs veulent vraiment vous interpeller sur vos véritables ambitions au sein du club. Bonjour Président, j'ai quelques petites questions à vous poser. À ce niveau sportif, donc je sais que vous êtes passionné comme moi de foot et que vous voulez nous emmener au monde professionnel le plus rapidement possible. Et ma question est que est-ce que ça sera fin d'année, est-ce que ça sera dans quelques années? J'aimerais bien savoir parce que moi il me reste plus longtemps à jouer, donc si je peux encore profiter un peu, ça serait bien. Et puis du coup, je sais pas, peut-être du coup nous ramener des top joueurs ou voire même peut-être vous jouer vu que moi je joue encore et que je suis plus vieux que vous. Donc voilà, je me pose plein de questions, j'aimerais bien que vous y répondiez. Lorenzo Fai, le capitaine de Francs-Borins. Lorenzo Lai, qui est, effectivement, il l'a dit, on a une particularité, c'est que le capitaine est plus vieux que le président. Pas beaucoup, je vous rassure, mais c'est une pièce maîtresse du club. Ses qualités footballistiques et humaines sont indispensables. Et donc, ça me fait plaisir que vous ayez pensé, d'ailleurs, à aller le voir. Donc, pour répondre très clairement à la question, le but, c'est le foot pro, j'ai dit d'ici 2025. Pourquoi ? J'ai pris mes fonctions dans le courant de l'année 2020. Et j'ai très vite analysé un peu le business model de la division, les enjeux footballistiques. Nous sommes une division dans laquelle on peut rester 3 ans, peut-être une année de plus, bon voilà, mais très franchement, c'est une division qui demande d'aller chercher beaucoup d'argent. Ce sont des budgets, vous n'arrivez pas à vous en sortir en dessous de 800 000 €, avec 50 000 € de droits de télévision et des sponsors qui, comme vous ne passez pas à la télévision, vous pouvez pas non plus leur demander 200 000 € le contrat, avec des recettes de match qui sont aussi pas nécessairement excessives. À côté de ça, vous pouvez jouer dans la division supérieure professionnelle pour 1,7 million, 1,8 million, mais vous recevez déjà 500 000 € de droits de télévision, vous avez une diffusion qui est totalement différente. Donc le business model fait que quand vous êtes dans une division comme la nôtre, soit à un moment donné, vous envisagez de monter, soit vous vous laissez peut-être même glisser un petit peu, vous préservez votre école des jeunes. Donc la stratégie est très claire en la matière. Donc oui, effectivement, 2025, jouez-moi. Lorenzo est peut-être plus vieux, mais il a beaucoup plus de talent. Donc ça, il n'y a pas de, c'est pas envisagé. Et par contre, il l'a dit, c'est très important. Pour attirer des bons joueurs,
il faut aussi que dans un club, chacun reste à sa place. Il y a un coach, il y a un conseiller sportif, il y a un président. Alors, c'est clair qu'à la fin, je prends toutes les décisions, mais je sais aussi la compétence des uns et des autres. Et une des grandes forces de ce club, c'est justement son encadrement sportif, puisque on peut compter sur des ressources de gens dont le football est le métier. Et ça, c'est ce qui manque à beaucoup de clubs, malheureusement. Et avec peut-être un jour en championnat, un match contre le Racing de Genk, dont vous êtes supporter aussi, si je me souviens bien ce que vous avez dit. Exact. Alors, c'est un peu particulier. Un Montois supporter d'un club limbourgeois, c'est quoi? C'est parce qu'il joue en bleu, quoi, ou... Non, en fait, ça vient... j'ai toujours aimé les outsiders. Et quand j'étais gamin, parce que souvent vos choix de club de foot, ça vient de l'enfance. Et au niveau international, alors ça va faire hurler certains, mais à l'époque il n'y avait pas les Qataris, il y avait Canal+. Je suis supporter du Paris Saint-Germain pour cette raison. Avant c'était l'outsider en fait. Hein. Paris, c'est celui qui faisait quelques beaux exploits, mais c'était pas les dominants comme à l'époque pouvait l'être la Juventus de Turin ou Manchester. Et Genk, c'est la même chose, c'était l'outsider du championnat de Belgique. Donc ils étaient une fois champions de Belgique, ils sortaient des talents, fallait un peu les surveiller. Et au-delà de ça, j'aime aussi l'histoire du club. C'est aussi un bassin minier. Quand vous arrivez près du stade de Genk, vous avez une grande lampe de mineurs en fait sur le rond-point. Donc il y a beaucoup de points communs finalement avec la région de Mons-Borinage. Et donc pour toutes ces raisons, et aussi surtout parce que c'est souvent aussi le soutien de joueurs qui vous font aimer un club, toute l'émergence, faut pas oublier Kevin De Bruyne par exemple sort de Genk, plus tard on a eu Jelle Vossen, mais tous ces profils de joueurs sortis du club avec un talent extraordinaire, ça fait aussi aimer un club plutôt que l'armada bien installée, un peu bourgeoise et confortable d'un certain club bruxellois, pour ne pas le citer. Jean-Louis Boucher, on revient une seconde à la Russie. Je vais vous faire réagir peut-être à une déclaration de Sami Mehdi, donc qui est le secrétaire d'État à l'asile et à la migration, qui vient de déclarer qu'une interdiction générale de visa pour les Russes ne devrait pas être un tabou et que les Russes ne sont pas les bienvenus pour l'instant. Vous en pensez quoi ? Écoutez, sans me prononcer sur la proposition en tant que telle, je rejoins la philosophie. Je l'ai dit tout à l'heure, vous m'avez posé la question. Qu'est-ce qui peut stopper Poutine ? Finalement, ce qui peut le plus stopper Poutine, c'est sa propre population. Et donc, que faut-il faire ? Il faut faire comprendre à sa population que c'est pas du tout dans son intérêt de continuer tel que leur président est en train d'avancer. Il faut emmerder les Russes, et donc, pour paraphraser Emmanuel Macron. Je n'irai pas. Il faut en tout cas faire comprendre aux Russes que ce n'est pas que ce que est en train de faire Poutine, ce n'est pas l'intérêt du monde et c'est surtout pas l'intérêt de la Russie. Il ne poursuit pas l'intérêt de la Russie. Il poursuit vraisemblablement un rêve nostalgique, mégalomane potentiellement, mais il ne poursuit pas l'intérêt de la Russie. Et donc pour que la population comprenne qu'il ne poursuit pas l'intérêt de la Russie, il faut que la population le ressente dans son quotidien. Et donc je pense que la proposition de Sami Mehdi doit être effectivement prise en compte et prise au sérieux. On a parlé des avoirs, les déplacements, c'est souvent un enjeu. Vous savez, je vais vous dire, et en particulier en matière de visa ou d'avoir, c'est même pas donc la population, les classes populaires doivent toujours être le plus préservées possible. Ce qu'il faut surtout embêter, c'est les personnes qui sont dans l'entourage direct du président, c'est-à-dire certains oligarques, c'est-à-dire justement ces gens qui sont dans le réseau proche, qui du jour au lendemain vont plus pouvoir voyager, ont peut-être des comptes qui sont bloqués, des maisons qu'ils pourront plus habiter ou exploiter. Et donc c'est surtout ça qu'il faut faire. Il faut que dans l'entourage on se dise il est en train de nous conduire à la catastrophe, parce que vraisemblablement il n'y a jamais d'issue positive pour celui qui déclare une guerre. Et ça, c'est une réalité historique. Jamais celui qui a déclaré une guerre s'est retrouvé dans autre chose qu'une impasse. Et donc ça, je pense que il faut que les Russes en prennent conscience le plus rapidement possible. Monsieur Boucher, dernière question. On a parlé de Mons. Je voudrais qu'on parle de Bruxelles un peu. Vous êtes très critique par rapport à la majorité bruxelloise, où le maire n'est pas. Aujourd'hui, notre média donné une interview d'Éric Zemmour qui dit que Bruxelles est un condensé de problèmes posés par l'immigration et, ajoute-t-il, l'islam. Est-ce que je connais vos réticences qui sont partagées par d'autres sur Éric Zemmour. Est-ce que effectivement Bruxelles a ce problème ? Mais en fait, la difficulté que pose Éric Zemmour, c'est que il pose toute une série de constats où, à tout le moins, il arrive à être le catalyseur
de frustration d'une grande partie de la population. Son problème, c'est qu'il n'apporte pas les bons remèdes. Moi, je dirais pas que c'est un problème de l'islam et de l'immigration, mais il y a un problème de vivre ensemble qui est manifeste à Bruxelles. Ça, c'est une réalité. Et c'est pas propre à une confession religieuse ou à une origine nationale, c'est propre à la politique que nous avons menée. C'est-à-dire, il faut être très clair par rapport à ça. La plupart des musulmans n'ont jamais rien revendiqué sur le voile. Ils s'en foutent. Le voile dans l'administration, il n'y a pas un gamin qui naît et qui se dit « Ah, le voile dans l'administration, c'est mon combat ». Non, aujourd'hui, un jeune musulman à Bruxelles, c'est comme un jeune juif, un jeune catholique, un jeune athée. Qu'est-ce qu'il veut ? Il veut faire des bonnes études, réussir sa vie, avoir assez de moyens pour sa famille, avoir des transports en commun qui sont efficaces, pouvoir aller au sport. Par contre, on a une classe politique qui, par son incapacité à apporter des réponses sur le redéploiement socio-économique, parce qu'ils n'ont pas de vision où ils veulent placer la région, parce qu'ils n'ont pas de solution en matière de mobilité, si ce n'est, désolé, mais emmerder les automobilistes, parce que ça, c'est clairement le cas, ils s'en cachent pas d'ailleurs, eh bien, que font-ils ? Ils vont parler de sujets annexes qu'ils attisent et ils divisent encore plus la société. Aujourd'hui, je suis désolé, il y a une série de mouvements associatifs antiracistes qui eux-mêmes alimentent le racisme. On a aujourd'hui une partie de partis politiques qui se veulent soi-disant ouverts, humanistes, qui par une politique communautariste renforcent les oppositions entre les gens. Et donc aujourd'hui, on a finalement des officiellement antiracistes qui alimentent leur propre business. C'est-à-dire que plus il y en a, plus ils sont utiles, plus ils se donnent de l'importance. Mais souvent, je le disais, par exemple sur la crise migratoire, le meilleur allié de Theo Franken, à qui on a reproché une ligne trop droitière, mais c'était Zoé Genot. Enfin, je veux dire, à un député écolo, soutien à monsieur Attard, par exemple. Donc voilà, je veux dire, à un moment donné, il y a quand même toute une série il y avait d'autres députés. Il y avait d'autres députés d'ailleurs, tous d'ailleurs, du Parti socialiste, du CDH ou d'écolo. C'est peut-être une petite différence entre nous et les autres. Mais ils se rendent pas compte que de par tout ce débat, par exemple, sur le fait de fondre les statuts. Est-ce qu'on est vraiment sérieux ? Est-ce qu'à un moment donné, on se rend compte, quand on dit qu'on va fondre Léopold, qu'en fait, il y a des millions de Belges qui s'étaient jamais posé la question sur la statue de Léopold, qui aujourd'hui se disent « Mais c'est quoi cette histoire ? On est en train de détruire mon histoire, ma culture, on remet en cause mes valeurs. » Donc qu'est-ce que ça fait ? Ça radicalise d'un côté, et cette radicalité entraîne des réactions à la Zemmour, permettent à des gens comme Zemmour d'émerger. Donc ce qu'il faut, c'est cesser d'être dans la repentance, cesser de culpabiliser les gens. Le passé que nous avons eu est le nôtre, on doit le regarder avec froideur, on doit l'enseigner à l'école, on doit l'assumer, ça c'est de la pédagogie, mais on doit surtout regarder de l'avant. Aujourd'hui, quand je vois le rapport de la Commission fédérale qui nous explique qu'il faudrait, pour des jeunes afrodescendants, avoir des remboursements différenciés de sécurité sociale, c'est de la folie. Donc vous êtes un jeune d'origine congolaise, né à Ixelles, vous avez peut-être des grands-parents qui ont été esclaves, et donc à ce titre-là, vous devriez avoir un meilleur remboursement de sécurité sociale que moi. Mais on ne répond pas à une injustice en créant d'autres. Il faut à un moment donné remettre la ligne à zéro et se dire qu'on va créer un modèle de société qui inclut toutes les personnes qui résident sur notre territoire, avec une politique d'emploi efficace, une politique d'enseignement efficace, une politique de logement, de transport, et arrêter de vouloir finalement s'attaquer à ces choses qui attisent la difficulté. D'ailleurs, je termine par là, ce qui est assez drôle, c'est que j'ai pas mal de reproches de la gauche, de soi-disant avoir droitisé le discours. Si vous reprenez depuis que je suis président du MR, j'ai jamais parlé d'immigration. Je n'ai jamais amené la question de la sécurité, si ce n'est en réponse à des actes qui étaient posés. Et moi-même, je ne suis jamais venu sur des questions de neutralité de l'État ou autre, si ce n'est en réponse aux offensives de la gauche. Et donc aujourd'hui, quand je disais que nous sommes le dernier rempart pour la démocratie, lutter contre le communautarisme, c'est aussi préserver la démocratie libérale. Et donc moi, je ne rentrerai pas dans ces logiques mortifères que sont le communautarisme ou ce fameux wokisme qui viserait à considérer que l'homme blanc
est responsable de tous les maux de la planète. Ça, c'est une vision des choses qui est en train de créer une colère dans la classe moyenne, une colère dans la population, qui justement permettent l'émergence de gens comme Marine Le Pen, comme Éric Zemmour, parce qu'aujourd'hui, il fait de moins en moins de doutes que l'un des deux risque d'être qualifié au deuxième tour de l'élection présidentielle. Alors, plutôt que de critiquer en permanence leurs électeurs, on ferait bien d'écouter les électeurs et de leur répondre correctement. Mais cette idée aussi selon laquelle tout ce que dit Zemmour doit être mis dans le coin, on peut même pas écouter, on peut même pas se dire là il y a peut-être un point auquel il faudrait répondre. Même chose avec ses électeurs. Vous croyez que vous allez résoudre quoi? Vous pensez vraiment, et le phénomène est le même en Flandre, que vous allez aller sur les plateaux de télévision dire à tous les mecs qui votent pour l'extrême droite, vous êtes des coupables, vous êtes des gens mauvais, vous n'avez pas de bonnes valeurs, vous êtes des racistes. Vous croyez qu'en faisant ça, vous allez les faire changer d'avis? Que le gars va se regarder, il va se dire ouais, finalement je suis peut-être pas un mec bien, donc allez, je vais pas faire ça, je vais voter pour quelqu'un d'autre. Au contraire, vous le renforcez dans sa logique. Donc il faudrait à un moment donné dire ok, on a bien compris ce malaise et on le prend en compte et on répond aux vraies problématiques que les gens rencontrent au quotidien. Georges-Louis Boucher, le président du MR, était notre invité en ce jeudi 24 février. Vos intervieweurs étaient Dimitri Oskegela, rédacteur en chef de Sudinfo, Didier Suissen, notre spécialiste politique. Georges-Louis Boucher, vous revenez évidemment quand vous le voulez. Merci beaucoup. Merci. À très bientôt.